Les Smart Cities, on en parle beaucoup en ce moment. Je pense qu'il n'y a pas une semaine sans un événement traitant du sujet de la Smart City. On le traite un petit peu sous tous les angles. Donc là, effectivement, ce qui était présenté, c'était Smart City, levier de croissance des technologies numériques. Vous allez voir, en retravaillant là tous les quatre hier, on va prendre le sujet un tout petit peu différemment. Vous serez pas perdus, on vous le promet. Mais il nous semblait qu'on avait une histoire sympathique à partager avec vous. On a 1 heure devant nous. Je vais essayer au maximum de permettre des échanges entre la scène et la salle. On n'est pas trop nombreux, donc normalement ça devrait être possible. Donc je vais essayer à la fin de chaque séquence de vous redonner la parole à 1 ou 2 personnes et puis de se garder un vrai temps de questions-réponses quand même à la fin. Mais voilà, n'hésitez pas éventuellement à un moment à me faire signe s'il y a vraiment quelque chose que vous avez vraiment très envie de dire là maintenant tout de suite. Je suis donc Émilie Molino, je suis manager au sein du cabinet de conseil Solucom. On accompagne les grands comptes, notamment sur le secteur de l'énergie, dans leur transformation métier, et pas notamment par tout ce qui est transformation des usages apportés par tout le digital, donc transformation de la relation client, transformation des métiers également. Je suis pas là pour parler de moi, je ferme la parenthèse, excusez-moi, et puis je vais laisser en fait nos invités se présenter. On a 3 belles sociétés avec nous, des grands comptes et des plus petites sociétés, donc c'est bien. Bon. Alors moi je suis contente, j'aime bien quand on mélange un peu les mots. Tiens. Honneur à Laetitia. Donc. Bonjour, donc je suis Laetitia Gazelle-Antoine, je suis la fondatrice de la société Connectings, qui est une société que j'ai créée en 2007. Et dans un deuxième temps, je crois, je vous expliquerai ce qu'on fait. On travaille beaucoup, effectivement, avec les collectivités ou les grands groupes qui fournissent des solutions aux collectivités. Voilà, bonjour, je suis Jean-Michel Lefebvre, je suis directeur général de la société Probayes, qui est une société de 25 personnes et de 10 ans d'âge dans la région grenobloise et qui travaille sur l'analyse de données par des méthodes probabilistes, comme son nom l'indique, au service de l'aide à la décision et de la prévision. Et pour finir, donc Gaïs Calverdi, je travaille au sein de RDF, donc en région parisienne, et on fait le pilotage de tout ce qui est projet Smart Grid et véhicules électriques. Voilà. Et aujourd'hui, on va vous présenter très rapidement l'expérience qu'on a sur un projet précis qui s'appelle Easy Grid à Issy-les-Moulineaux. Voilà, donc effectivement, la petite histoire qu'on avait envie de partager avec vous, c'est que on parle beaucoup de la Smart City. Pourquoi ? Parce que finalement, nos villes intelligentes, qui étaient déjà intelligentes avant d'ailleurs, elles se mettent à nous parler de plus en plus. Donc voilà, pourquoi on avait envie d'en parler aujourd'hui ? Parce qu'elles se mettent à nous parler de plus en plus. Et là, ce qu'on avait envie de creuser avec vous, c'était comment est-ce qu'elles font pour nous parler de plus en plus, et clairement, grâce à toutes les innovations technologiques. Et du coup, on avait envie, sur la base des expériences de nos 3 sociétés présentes ici, de partager un petit peu comment les innovations technologiques permettaient à la ville de parler un petit peu plus. Et on se gardera évidemment un temps par la suite pour parler d'autres problématiques qui est plus sur le comment, c'est-à-dire via quel acteur. Mais je vous propose de commencer un petit peu par des exemples concrets de comment fait la ville pour nous parler. Et j'avais envie donc de laisser la parole à Laetitia ou Jean-Michel, comme vous le souhaitez. Alors, comment nous, on fait parler la ville ? En fait, depuis 7 ans, on travaille déjà avec des grandes collectivités en France, en Espagne, au Brésil, puisqu'on a déployé nos services donc avec la ville de Rio, Madrid, Barcelone, et en France avec Bordeaux, Nice, Caen, Strasbourg, Toulon, et j'en passe. Alors, qu'est-ce qu'on propose aux collectivités ? C'est de rendre en fait la ville plus intelligente, même si elle l'est déjà effectivement, en permettant en fait aux citoyens, aux touristes, aux gens de passage dans la ville, d'interagir avec le mobilier urbain, avec leur smartphone, pour récupérer une information contextuelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur chaque objet ou dans la ville ou à chaque endroit où on voit un panneau d'affichage, que ce soit les horaires théoriques à l'arrêt de bus, un cartel dans un musée, une plaque dans la rue, une affichette sur une vitrine. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a intérêt à rendre cet objet, cette vitrine, cet arrêt de bus intelligent, grâce au smartphone qui est multimédia, donc potentiellement multilingue, et puis temps réel.
Et donc, en fait, voilà, on augmente la ville grâce à des petites puces qu'on dépose sur chacun de ces espaces d'affichage. Et en tapant ou en scannant un code avec mon QR code, avec mon téléphone portable, je vais rechercher dans la plateforme de Connexix des informations que nous-mêmes, on va rechercher dans les systèmes d'information des collectivités. Et donc, ce qui est clé dans la proposition, c'est de rendre l'information contextuelle. C'est-à-dire que si je suis à un endroit précis, devant un mobilier urbain précis, à une heure donnée du jour, je vais récupérer l'information qui convient dans mon environnement. Donc, si c'est la nuit, à un arrêt de bus, on ne va pas me dire le prochain bus passe dans cette heure. On va me dire les vélos dispo dans les stations à proximité. Voilà où se trouvent les stations. Il y a un octambus qui est à 200 mètres. Tu peux aller donc le prendre. Donc, on va contextualiser l'information pour que ce soit un vrai service aux citoyens. Et donc, finalement, avec ce système-là, on rend visible tout un tas d'informations qui existent, puisque c'est l'information en temps réel, elle existe, aussi bien sur les vélos que sur les bus. Les informations culturelles, il y en a des tonnes dans tous les systèmes d'information des villes. C'est des informations que nous, on va rechercher pour finalement les rendre visibles dans l'espace public. Ça permet aussi aux collectivités de pousser leur application par ce système. Et voilà. Et alors, du coup, vous mentionnez le QR code. Est-ce que c'est que le QR code? Non, sans rentrer trop dans la complexité technologique, mais ça m'a échappé. Non, ce que je veux dire par là, c'est que nous, on est, je dirais, c'est vrai pour rendre cet accès facilité, pour rendre visible le service dans la ville, on va utiliser des technos qui vont permettre une connexion facile entre le téléphone portable et l'objet. Et donc, on utilise le QR code, mais aussi les technologies NFC. Near Field Communication, le sans contact mobile. On utilise également des iBeacon, c'est du Bluetooth low energy. On travaille également sur les bornes Wi-Fi ouvertes, où la première page à laquelle j'accède quand je me connecte au Wi-Fi gratuit dans la ville, elle est contextualisée. Aujourd'hui, c'est très pauvre ce qui existe. Et là, nous, on dit, tu as l'arrêt de bus, tu as le Wi-Fi gratuit, et donc tu vas récupérer une information. La première page qu'on va te proposer, c'est une information contextualisée. D'accord. Donc la technologie, je dirais, si demain il y en a encore d'autres, on sera très content de les ajouter dans la plateforme si elles apportent une expérience utilisateur intéressante. Donc faire parler le mobilier urbain, quelle que soit la technologie. Voilà, et rendre visibles toutes les informations le plus possible aux citoyens. Ok, merci. Vous, de votre côté, Jean-Michel, c'est une approche différente. On n'est pas sur le mobilier urbain, mais on va être plus sur les bâtiments. Alors on est effectivement sur les bâtiments, ça rejoint pas mal des contributions qu'on a eues ce matin. Je dirais, d'un point de vue général, effectivement, le métier de ProBayes, ça consiste à analyser des données, que ce soit des données de capteurs, des données de base de données, etc., pour pouvoir prévoir des comportements, que ce soit des comportements de système physique, d'un bâtiment, de son système de chauffage, des comportements d'êtres humains, et puis d'essayer de mettre tout ça en correspondance pour fournir des aides à la décision et au pilotage. Donc la problématique globale à laquelle on s'adresse vis-à-vis de la Smart City, c'est de dire, avoir de plus en plus de systèmes d'information, vouloir faire de plus en plus d'économies, avoir des systèmes de contrôle de plus en plus sophistiqués, ça demande à être capable de gérer la complexité. Et ça demande en particulier, pour que les usagers, les citoyens puissent effectivement être partie prenante dans la boucle, accepter les systèmes, etc., de fournir des outils de pilotage qui gèrent cette complexité. Et on défend donc une approche effectivement prenant en compte l'incertitude des données, probabiliste, pour arriver à faire ça. Alors d'un point de vue pragmatique, par rapport au bâtiment, on a développé et mis en place quelque chose finalement de relativement simple, mais qui consiste non seulement à monitorer les données énergétiques du bâtiment, c'est-à-dire sa consommation énergétique, la température intérieure, la température extérieure, mais à fournir à l'utilisateur la possibilité d'écrire un agenda d'occupation. Donc il va pouvoir dire, moi je sais que dans telle salle polyvalente, il faut qu'il fasse 18 degrés à partir de telle heure, et puis ensuite 20 degrés pour un autre groupe, etc. Et à partir de ça, de pouvoir définir quelle est la température de consigne à donner au chauffage, qui, vu les caractéristiques du bâtiment, vu son mode de fonctionnement actuel, va permettre d'optimiser à la fois le confort et la consommation énergétique. Donc c'est des modèles auto-apprenants avec une infrastructure très simple, avec pas
nécessité, de besoin d'avoir une caractérisation thermique du bâtiment extrêmement fine, mais qui vont fournir à l'utilisateur un outil simple pour piloter l'installation, garder le contrôle sur son confort et maîtriser au maximum ses consommations énergétiques. D'accord. Donc, on voit dans le premier cas où on arrive en fait en temps réel à faire parler le mobilier urbain de nos villes. On arrive en temps réel aussi à faire parler nos bâtiments. Et puis un cran plus loin, puisqu'il y a au-delà du temps réel, on arrive à prévoir un petit peu donc les comportements des hommes et des bâtiments. Donc on se situe dans les différents espaces temporels au-delà de... Oui, alors la prévision des modèles, hein, même si on fait lien aussi avec la session qu'il y avait tout à l'heure, prévoir les comportements des gens, c'est quelque chose qui peut être extrêmement utile, par exemple, pour faire de l'effacement de consommation, comme on l'a prévu, pour décider, par exemple, des cycles de recharge d'une voiture électrique au meilleur moment par rapport à l'état du réseau, etc. C'est quelque chose qui peut être extrêmement enrichi et beaucoup plus performant à partir du moment où on arrive effectivement à analyser et à prévoir des comportements. En termes de gestion des flux de transport aussi, et en particulier du transport multimodal, dont on parle de plus en plus avec la Smart Cities, c'est vrai que prévoir, je dirais, un petit peu les besoins, les flux suivant les jours de la semaine, la saison, la météo, etc. Bon, c'est clair que, je ne sais pas si c'est le cas à Paris, mais chez nous, par exemple, dès qu'il fait mauvais, il y a beaucoup plus de gens en voiture et beaucoup moins de gens en vélo. Aujourd'hui, on est sur Grenoble, c'est assez récent, mais pour les trajets domicile-travail, un jour de beau temps en été, on doit être à peu près à 15% de gens en vélo, mais un jour d'hiver où il neige, on doit être à 0% ou à 1 ou 2%. Bon, tout ce genre de choses, là c'est un exemple simple, mais c'est un ensemble d'outils prévisionnels comme ça qui va permettre effectivement ensuite de réaliser véritablement l'intégration de tous ces modes de transport multimodaux de façon optimale. Par exemple, actuellement, on collabore avec un grand opérateur de transport public dans l'idée de dire on pourra rendre à l'avenir les tarifs même du transport, voire les tarifs du péage sur des sections autoroutières urbaines, fluctuants pour optimiser les flux en fonction de la prévision de comportement des gens. Petite anecdote, c'est déjà que les péages variables de façon très dynamique, c'est déjà quelque chose qui existe à Los Angeles, aux États-Unis, sur des analyses de trafic prévisionnelles. Donc la ville nous permet, communique avec nous en temps réel, elle nous permet d'être un peu devin. Je vois qu'elle nous facture au temps réel, je ne sais pas si j'apprécie autant ce point-là. Avec ce qu'on a dit là, je pense qu'on a un exemple concret à partager ensemble, qui est effectivement le cas d'Issy-les-Moulineaux, mais avec l'ensemble des travaux même que fait ERDF. C'est pas qu'ERDF, on est 10 partenaires, oui. Mais je vais faire très rapidement là. Mais justement, c'est une belle transition. C'est les objets communicants, les bâtiments communicants, et on arrive à un territoire un peu plus large, une maille. Donc, EasyGrid, c'est un bon exemple pour ça. On peut... Voilà, donc très rapidement pour vous situer le contexte. Ouais, c'est un projet qui se localise à Issy-les-Moulineaux, donc on est dans les ports de Paris. Projet qui a démarré en 2012 avec deux phases. Une phase dans un quartier d'affaires, donc plutôt tertiaire. En deuxième phase dans ce qu'on appelle un nouveau éco-quartier, donc les forts d'Issy-les-Moulineaux, donc notamment résidentiel, et on va tester les différentes briques, justement, des bâtiments intelligents, des photovoltaïques et de la mobilité électrique. Donc voilà. Je dis, on n'est pas tout seul, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une société qui peut gérer tout ça. On est 10 grands groupes coordonnés par Bouygues Immobilier. Chacun, il a une compétence. Peut-être on discutera ça un peu plus tard. Mais par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on travaille en lien avec les collectivités, donc notamment la mairie d'Issy-les-Moulineaux, qui est très impliquée dans les projets, les grands paris, et pas que. Enfin, il y a des startups. Donc, je trouve que c'est vraiment une formidable levier aujourd'hui d'être ici, parce qu'on travaille déjà avec quelques startups, et pourquoi pas, on souhaiterait s'ouvrir à d'autres startups. Voilà. Donc, on passe au prochain. Donc, comme on dit, c'est pas vraiment des slides, c'est un vrai living lab qu'on appelle. C'est vraiment 160 000 mètres carrés de bureaux, 10 000 employés, 2 000 logements, 5 000 habitants, voilà. Et on a tous les leviers de ce qu'on appelle un smart city.
Bon, on est dans 5 quartiers aujourd'hui, mais voilà. Donc ça se passe vraiment dans Issy-les-Moulineaux. Donc par exemple, on a les sièges de Microsoft, les sièges de Bouygues Immobilier qui étaient équipés aussi. On a la tour Sequana où on a des flocatifs d'entreprises de véhicules électriques. Mais voilà, on verra ça très rapidement. Donc ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. On a travaillé pendant 2 ans pour mettre tout ça en place. Par exemple, on a installé des compteurs communicants. Donc très simplement, un compteur comme celui-là, que prochainement vous serez tous en France à partir de fin 2015 jusqu'à 2021. Donc on a déployé 166 compteurs dans les quartiers d'affaires et on est à 400 presque dans les forts d'Issy-les-Moulineaux. On parlait des bâtiments intelligents, donc on travaille par exemple avec Schneider pour les mettre, ce qu'on appelle Smart Grid Ready, instrumentation de GTB. On travaille avec Total pour tout ce qui est photovoltaïque, tout ce qui est aval compteur avec les fournisseurs des Energy Box, véhicules électriques, comme la séance précédente. On a une flotte justement de véhicules Nissan, c'est la flotte de Bouygues Télécom. Et le réseau qui est très important aujourd'hui et que parfois on l'oublie, on a une poste intelligent, le poste Bara, qui alimente tous ces quartiers-là. Voilà. Donc là, c'est vraiment toutes les réalisations qu'on a fait. Comme j'expliquais, véhicules électriques, on a du photovoltaïque, on a toute l'intelligence dans les postes Bara, on a des candélabres intelligents. Donc, quand il y a des véhicules ou des piétons qui passent, ils s'allument plus. Et on a vraiment tout ce qui est résidentiel. Et après, on a toute la question sur le système d'info. Pour la petite anecdote, aujourd'hui, ici, Gris, c'est 17 systèmes d'information séparés qui s'interfacent. C'est très complexe. Donc, on est un peu loin parfois, quand on parle d'Internet of Things et tout ça, il y a une vraie complexité. Voilà. Mais on viendra après, si vous voulez, sur ces discussions-là. Mais c'est vraiment très intéressant. Voilà. Et finalement, le rôle vraiment du distributeur, que je trouve vraiment c'est un rôle clé. On oublie beaucoup les réseaux, mais les réseaux, ce n'est pas un réseau en autarcie, c'est vraiment une échelle plus large. Et c'est très beau de parler des bâtiments énergie positive, mais quand il y a un nuage, on a constaté avec Total, par exemple, 40% de moins de production. Donc, ils sont très contents que les réseaux de RDF, à l'occurrence, ils puissent les alimenter. Donc là, on va faire une première en France. On a installé des compteurs communicants, donc on a la vision de la consommation dans les quartiers, on a la production photovoltaïque et on travaille avec Bouygues Energy Services et des fournisseurs de véhicules électriques, justement, qu'est-ce qu'on fait sur le stockage. Et là, par exemple, aujourd'hui, on va utiliser des batteries Second Vie. On travaille avec Renault et Nissan, par exemple, dans ce cadre-là, pour pouvoir stocker et les remettre après par la suite quand il y a besoin. Voilà. Donc, on travaille sur les algorithmes et tout ça. Voilà. Donc, et justement, on parlait du numérique. Le numérique, il prend vraiment de la force sur Easy Grid. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle Sun Living Lab. Donc, on a développé des applications, des tablettes en réalité augmentée. Donc, on peut inviter de différentes collectivités, mais aussi des délégations. Enfin, il y a 2 semaines, c'était Hong Kong. La semaine prochaine, il y a des Japonais avec d'autres personnes qui viennent. Donc, ils peuvent se balader dans les quartiers et ils voient toutes les réalisations et la consommation en temps réel. Et en complément à ça, qui marche très très bien, mais ça c'est plutôt de la part d'RDF, on a une showroom aujourd'hui dans le centre de Paris. Excuse-moi de t'interrompre. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il se balade avec la tablette. Oh, tout à fait. Aujourd'hui. Et en temps direct, je vois le bâtiment et du coup, en même temps que mon image, je vois des données qui s'apparent. Tout à fait. C'est le concept de réalité augmentée. Pour l'instant, il n'est pas à pointe. On a eu quelques soucis avec la boussole. Mais on travaille. Oui. C'est drôle, mais parfois. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un boussole d'un smartphone, c'est plus précis qu'un boussole d'une tablette. C'est très simple, mais voilà. Donc, ce qu'on fait parfois, c'est le matin, on va visiter les showrooms et l'après-midi, on va vraiment dans les quartiers pour visiter tout ça. Donc, n'hésitez pas, on a des plus. Enfin, pour cette année, c'est déjà tout bouclé. Donc, pas de demande, mais pour les prochaines années, pourquoi pas. Voilà. Merci. Alors, je m'étais engagée à vous laisser un petit peu la parole dans la salle. Donc, effectivement, est-ce que sur cette première vision à plat de comment les personnes autour de la table là, cet après-midi font parler la ville, est-ce que vous avez envie de réagir? Vous me dites, vous avez le droit. Ouais. Vous voulez que je vous passe? Merci. Question sur Easy Grid. Vous avez des objectifs d'économie d'énergie globalisés en fait sur ce quartier. Et deuxième question, une deuxième. Est-ce que vous pourrez développer un peu plus sur votre projet de batterie?
Juste à titre d'anecdote, je visitais à Helsinki leur projet de batterie. Ils l'ont pas encore conçu, mais ils imaginent une batterie grande comme un immeuble. Bon, est-ce que vous, c'est la collection de multiples batteries recyclées d'automobiles qui vous feront la taille d'un immeuble? Donc pour la première question, il faut savoir qu'aujourd'hui, je parle plutôt pour RDF, on est investi dans 15, ce qu'on appelle des démonstrateurs. Ils sont démarrés en 2012. On attend les premiers REX, le retour d'expérience, vers 2016-2017. Donc dans le cadre d'Isigrid, on a un groupe de travail modèle économique, bien entendu. Mais les résultats ils seront affichés plutôt vers la fin d'expérimentation. Pour l'instant, on est vraiment dans la partie technique, mais on commence à regarder qu'est-ce que ça peut être viable industriellement ou pas. Sur la deuxième question sur les batteries, aujourd'hui, on a déjà, dans le cadre d'autres démonstrateurs, je cite par exemple Vantea ou Icegrid, des batteries d'1 méga jusqu'à 2 mégas aussi pour d'autres besoins. La nouveauté sur Icegrid, c'était vraiment qu'est-ce qu'on fait avec des batteries de seconde vie en fait. Donc là, l'idée, c'est on a 60 kWh de batterie, donc bon, c'est pas beaucoup pour un quartier, effectivement, mais on démarre petit à petit, on voit vraiment qu'est-ce que c'est les algorithmes de pilotage, quand est-ce qu'il faut les démarrer, c'est quoi l'optimal, voilà. Et après, on verra bien s'il y a industrialisation ou pas, justement, dans les groupes de travail modèle d'affaires. Est-ce qu'éventuellement, il y a une deuxième question? Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est de continuer l'échange. Donc, on a vu comment certains faisaient parler la ville. Je pense qu'au-delà du comment, il y a le qui organise la prise de parole de la ville. Et comme on a le temps, je me suis permis d'organiser un petit exercice pour vous dans la salle. Vous avez l'air d'avoir envie de travailler. Il y a une feuille disponible sur chaque table. J'aimerais bien vous laisser 30 secondes à chacun pour me dire, d'après vous, collégialement autour de la table, d'après vous, qui fait parler la ville aujourd'hui? Voilà. Quel acteur? Est-ce que... j'ai pas envie d'en dire trop, j'ai envie de vous laisser parler entre vous, en fait, pour vous rendre un peu acteur du débat. Allez, je vous laisse 30 secondes, c'est... Bon, je suis consciente que c'est rapide, mais allez, je vous laisse encore 15 secondes pour décider ce que vous écrivez sur la feuille blanche. Écrivez en gros, hein. Je vais essayer de tout copier. Non, en fait, ce serait un échec total. Alors, je vais vous embêter. Je vous ai demandé de travailler. Maintenant, vous êtes mis à parler. Vous n'avez plus envie d'arrêter. Mais voilà, c'est comme ça. Je reprends le temps. Est-ce que chacune des tables peut soulever la page blanche sur laquelle il a indiqué, d'après vos échanges, qui alors? Qui pour organiser la prise de parole de la ville? Est-ce que vous pouvez soulever la page? Alors, il y en a une table qui est soulevée là. Oh, vous n'avez pas écrit? 2 tables? Mais que font les tables? Ah, 3, 4. Alors là-bas, qu'est-ce que vous avez écrit sur votre feuille? Les citoyens. Chez vous, vous avez écrit quoi? Je suis désolée, par contre, avec les spots, en vrai, je vois rien.
Ouais. Par exemple, les affiches publicitaires, c'est également les transporteurs avec les horaires, les collectivités locales, bien sûr. Donc grand groupe, collectivité. Voilà, les magasins avec les enseignes. Et puis, ce qui fait pas la ville et qui se voit pas, par exemple, des capteurs. Ok, mais moins dans le qui, mais, enfin, et du coup, à travers les capteurs, les sociétés derrière qui organisent. Ok. Sur une autre table Ouais. On a dit les citoyens sur Twitter, les applications de la mairie. Donc les applis. Donc je mets colloque et mairie, hein, je me permets. Et chez vous? On a été spécifique sur les utilities, aussi on parle des analyseurs, ça se dit pas, mais analyseurs de données, ceux qui vont donner du sens. Ouais. Les data scientists un peu. Voilà. Les médias, les telcos, les instituts. Ah ouais, vous avez brassé large. La question est large. La question est très large, effectivement. Médias telco. Je remets un grand groupe et puis effectivement, il y a les différents secteurs. On avait même mis les équipes de sport. Ah, alors je garde, on va en reparler des équipes de sport. Qui j'ai pas demandé? Je vous ai pas demandé. Vous avez trop. Qui? Pardon. Collectivité. Je vous ai demandé? Non, je vous ai pas demandé. Vous n'avez pas écrit sur la feuille blanche, mais vous avez écrit sur l'ordinateur, non? Non, on a mis des opérateurs de transport. Les grands opérateurs. Grands. Ok, colloque, mais... Ok, donc en synthèse, hein, pour vous redire ce qu'on s'est dit globalement, même si je pense que vous l'avez tous en tête, vous avez été plusieurs à dire aussi les citoyens, donc tout ce qui est grand groupe, après, bon, on peut effectivement rentrer dans un éventail plus précis, les collectivités, les mairies, tout ce qui est analyste data, et puis bon, les médias, que je pourrais rapprocher peut-être éventuellement des grands groupes, mais qu'on peut garder à part. Effectivement, vous l'avez dit, autour de la collectivité, c'était un premier point qu'on avait envie de creuser avec vous, justement. Quel était le rôle des collectivités pour amener la ville à s'exprimer? Et j'avais peut-être envie de vous poser spécifiquement la question à vous, dans un premier temps, Laetitia, vous, à travers les projets que vous menez, est-ce que c'est bien avec les collectivités qui drivent aujourd'hui les travaux? Oui, c'est la collectivité qui drive, qui exprime le besoin. Ouais. Après, la façon dont ça se met en place, c'est pas forcément nous, start-up, on travaille soit directement avec les collectivités, soit avec des partenaires, des grands groupes qui apportent des solutions déjà aux collectivités. Mais au final, c'est quand même ce qu'on crée en quelque sorte, c'est un média dans la ville. Et ce média-là, c'est quand même la parole de la ville qui ressort. Hein. C'est bien elle qui cherche à parler et qui le demande. C'est ce que vous observez aussi Nous, la problématique est peut-être un petit peu différente parce que, je dirais, il s'agit aussi d'investissements, quand on parle d'optimisation énergétique, il s'agit d'investissements relativement lourds ou qui sont rentables au bout d'un certain nombre d'années, etc. Donc, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les collectivités locales, à travers un certain nombre de structures, de projets subventionnés, etc., sont très présentes sur le terrain de l'innovation, enfin en tout cas dans notre région, à travers aussi les pôles de compétitivité, etc. Que par contre, pour une PME comme la nôtre, aujourd'hui, après dans la phase de déploiement industriel, travailler avec des collectivités locales, c'est possible, bien sûr, mais c'est difficile. C'est difficile sans intermédiaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut passer par des phases d'appel d'offres avec un paquet de clauses à rédiger, un temps, je dirais, entre l'idée de départ et la conclusion de l'appel d'offres qui est extrêmement long. Et les collectivités locales, j'étais la semaine dernière à une rencontre organisée pour l'ensemble de Rhône-Alpes, les différents niveaux de collectivités locales, de leur côté, ont le même souci en fait. Mais elles ont beaucoup de difficultés à travailler sur l'exécution avec des PME, tout simplement parce qu'ils sont soumis à des cadres réglementaires qui sont sans doute nécessaires pour vérifier que l'argent public n'est pas utilisé à tout et n'importe quoi, mais qui sont aujourd'hui très, très, très difficiles à gérer pour des PME. D'où pour nous, pour déployer nos réalisations, nos idées, etc., l'obligation de s'appuyer sur des plus grosses structures. Alors ça peut être des gens style RDF, des Cofeli, des GDF Suez, etc., les sociétés d'économie mixte, par exemple dans le domaine des transports, qui vont devoir prendre le relais et faire un petit peu le rôle de maître d'œuvre et de fédérer autour d'elles un ensemble de PME.
Ce qui m'amène aussi à rajouter d'ailleurs que pour nous, c'est très très clair, en tout cas dans notre métier, que pour atteindre véritablement un déploiement de toutes les idées qu'on peut avoir, ce n'est pas une start-up sur le genre de métier qu'on fait, ce n'est pas une petite structure, c'est aussi finalement un réseau de PME organisés ensemble de façon complémentaire qui travaillent en confiance sur plusieurs années pour pouvoir arriver à faire des choses suffisamment complètes, fiables, utilisables, ergonomiques, etc. Et on va creuser effectivement ce binôme. Enfin, là, vous parliez du réseau de PME. Vous avez mentionné le binôme aussi start-up grand compte. Juste pour bien rester sur le rôle de la collectivité, vous, ERDF, comment est-ce que vous voyez les collectivités se positionner sur le sujet? Est-ce qu'elles le prennent? Est-ce qu'elles le maîtrisent? Nous, dans notre rôle d'entreprise publique, on est très proche des collectivités, ça c'est certain. L'exemple d'ici les Moulineaux, c'est assez flagrant. Il y a une maire très active, je pense que tout le monde le connaît, André Santini. Il était au poste il y a 2 semaines, mais il n'était pas tout seul. Par exemple, la dernière fois qu'il est venu, il y avait quelques startups du coin, donc voilà. Je pense que les citoyens aussi, c'est très important. Par exemple, dans l'effort d'ici les Moulineaux, on s'est rendu compte, c'est un fort très spécifique, c'est très numérique, il y a la domotique, voilà. Il y a un blog qui a été créé par une personne du fort, donc il y a pas mal d'idées qui sortent de ce blog-là et que la mairie, il les capitalise quand même. Twitter, c'est notre levier aussi. Donc je pense qu'aujourd'hui, au moins ici les Moulineaux, ils sont tous sur Twitter, ça c'est clair. Donc oui, notre idée, ça serait vraiment d'élargir ces réseaux. Justement, on a travaillé déjà dans le cadre de e-cigarette avec quelques startups. Bon, c'est dommage, on ne voit pas les slides. Excusez-moi, en régie, est-ce qu'on pourrait remettre le slide dans les slides présentés par ERDF? Il y avait toutes les grosses entreprises, mais aussi des startups. Il y avait le réseau de partenaires, ouais. Ça doit être bon, c'est pas grave. Dans les premiers slides. Voilà, mais aujourd'hui, en remontant. C'est pas grave. Je me permets, j'aime bien que ce soit affiché juste avant, en fait. Voilà. Donc ça nous permet d'avoir un mapping. Donc là, par exemple, sur MBX, on travaille tout ce qui est optimisation. Igenco, c'est les Energy Box. Nabidi, c'est la partie système d'information géographique. Je pense que c'est des volants d'inertie, mais bon, pour l'instant, on est... Mais nous, on est très ouverts. Nous, on a pas mal de visites. Un exemple, c'était la dernière fois, il y a une délégation du 92 de la région qui est venue, et donc il y avait quelques startups et on a discuté. Donc c'était très intéressant. Il y a des nouvelles idées qui sortent. Je ne vais pas faire de la publicité, mais par exemple, récemment, on a installé un capteur qui n'était pas du tout prévu, mais c'est un capteur d'une startup de Boulogne-Billancourt et qui nous a donné beaucoup de satisfaction. Donc voilà. Voilà, donc ça c'est vraiment, nous au sein d'ERDF, on a cette démarche-là maintenant de se rapprocher un peu plus aussi des startups. Et voilà, mais je pense que justement c'est le rôle de la collectivité aussi de nous faciliter ces rapproches-là et des forums comme celui-ci. Et alors vous, est-ce que dans vos rapports avec les grands comptes, comment est-ce que ça se passe en fait pour travailler ensemble? Enfin, ils le font pour gagner certainement les appels d'offres. Enfin, vous aussi, vous avez tous un objectif de remporter des projets. Qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement? Oui, je pense que nous, on travaille vraiment sur une partie du business. On a un core business qui n'est pas celui du grand groupe. Et le grand groupe, il va avoir la démarche d'aller chercher les meilleurs du marché pour étoffer son offre, pour gagner un autre appel d'offres. Ou voilà, donc c'est sûr que c'est maintenant, je pense qu'avec les grands groupes, on travaille vraiment en gagnant-gagnant. Ils font assez vite l'analyse que externaliser des choses qui ne sont pas dans leur core business, c'est tout à fait rentable pour eux de le déléguer à des gens qui le font mieux qu'eux. Donc voilà, je pense que c'est des relations qui sont au final assez équilibrées, je trouve, aujourd'hui entre... Enfin, c'est déséquilibré parce que c'est deux entreprises qui ne sont pas de même taille, mais les discussions sont tout à fait équilibrées dans l'échange. Quand on parle d'une problématique particulière, on a quelque chose à apporter, ils le reconnaissent et ça se passe très bien. Donc avec vous, clairement, on apporte d'expertise et puis en agilité qu'ils auraient moins en interne. Oui, voilà, l'expertise, le produit qu'on a, hein, bien sûr, ce qu'on apporte, qui représente une masse de travail importante, voilà. Donc, je pense c'est tout à fait, c'est gagnant pour nous, évidemment, puisque nous, ça nous permet de distribuer notre solution, et c'est gagnant pour l'entreprise qui a un bon retour sur investissement en faisant les choses de la sorte. Donc
Est-ce qu'il y a des points d'attention à avoir justement pour toutes les startups qui se lancent dans les relations comme ça avec les grands comptes et de réponses ensemble? Vous avez des bonnes pratiques à partager? Vous avez Moi, je pense que simplement, c'est que des fois on dit, bah voilà, une petite boîte, elle va se faire piquer son idée, machin, etc. Mais je pense que c'est peut-être un petit peu moins vrai qu'avant. Et je pense qu'il y a quand même des grands groupes qui sont vraiment matures là-dessus. C'est-à-dire que maintenant, elles réagissent pas. Ah bah finalement, on sait le faire et on va le faire en interne. Donc il y a quand même une vraie ouverture, moi je trouve, des grands groupes à l'intégration de bonnes solutions évidemment extérieures, quoi. vous chez ProBayes? Bah, à la fois je partage et je mettrai un petit bémol. Alors peut-être parce qu'on est sur certains aspects qui sont plus dans le cœur de métier de certains grands groupes. Je dirais, pour nous, la difficulté, c'est qu'effectivement, même les cycles économiques, les cycles d'investissement, etc., sont très différents entre une petite PME comme le nôtre et les grands groupes. Donc c'est faisable, c'est intéressant, c'est souvent confiant. Je crois que le risque de prédation d'idées, comme ça, aujourd'hui, il peut exister, il ne faut pas le nier, mais il est relativement moindre. Par contre, les différences, je dirais, culturelles font que les choses ne sont pas forcément faciles et qu'il faut savoir, quand on commence un partenariat avec un grand groupe, que ça peut être lent, et que ça ne va pas forcément être le jackpot tout de suite, quoi. Voilà. Est-ce que dans la salle, vous avez une expérience à partager de travail comme ça en binôme grand groupe start-up? Non. Ok. Donc, je vous propose de poursuivre l'échange. On a bien vu les points d'attention. Nous, on avait une question qui se tournait du coup en termes de plus de contexte en fait, à savoir est-ce que le contexte économique actuel avait un impact sur l'activité autour du développement des nouvelles technos dans la ville pour rendre la ville plus intelligente? Est-ce que, puisque d'un côté on ne fait que de parler de cette smart city, de mettre en valeur tous les projets, donc on a l'impression que ça marche du tonnerre, qu'il y a un effet d'engouement et que c'est génial et que c'est un petit peu l'Eldorado, et en même temps on nous parle en même temps on a un contexte économique qui est plutôt freinant. Concrètement sur le terrain, qu'est-ce qu'on ressent sur ce domaine-là? Je peux dire quelques mots. Nous, quand on travaille à l'échelle des villes, alors et plutôt des grandes villes, c'est vrai que c'est plutôt ça veut dire qu'il faut aller voir, faut pas se limiter aux grandes villes en France. Il faut vraiment très vite aller voir les autres grandes villes, parce que les villes, on parle de ville-monde. Les villes, elles se comparent entre villes, pas à l'échelle nationale, c'est à l'échelle internationale. Donc, il faut avoir tout de suite cette démarche d'aller voir toutes les grandes villes. Donc pas se limiter au territoire. Alors nous, c'est français, hein, donc c'est pour ça qu'on a été, bien que jeune, assez vite dans d'autres pays. Et puis on a bien fait. Et donc c'est vrai qu'aussi, l'Europe, c'est pas le secteur qui est le plus dynamique. Bon, après, tout dépend du modèle économique, mais c'est pas la zone la plus dynamique. Et c'est pour ça que nous, on a été au Brésil. C'est pour ça qu'on va aller aux US. Et puis, évidemment, il y a des grandes villes dans d'autres parties du monde, de la Chine, etc. Donc, on peut pas tout faire en même temps, mais on l'envisage. Donc, dans notre développement, c'est clé de le voir dès à présent. Et quand on a échangé ensemble pour préparer cette table ronde, vous me disiez que pour vous, en fait, il fallait pas raisonner en marché français, marché allemand, plutôt de raisonner sur des marchés de taille de ville au niveau mondial. Est-ce que vous voulez en redire un mot? Oui, c'est ça, c'est que les villes, les grandes villes, elles se comparent entre elles à l'échelle mondiale, hein, déjà. Donc déjà notre réseau de vente, c'est les villes qui sont de plus de 500 000 ou 200 000 habitants. Donc voilà, de fait, il faut qu'on aille chercher les clients hors des frontières aussi. Pour ProBayes, comment vous appréhendez le contexte économique français? Clairement, vis-à-vis des collectivités locales, aujourd'hui, je dirais,
il y a un petit peu un double effet, c'est-à-dire que sur les investissements, même dans le domaine de l'économie d'énergie, etc., il me semble qu'il y a quelques années en arrière, quand on avait une idée innovante, même si on n'était pas sûr que ça marchait, c'était politiquement porteur pour la collectivité de montrer qu'elle est vraie pour l'écologie, etc. C'était assez facile. Maintenant, clairement, nous, il faut qu'on garantisse un pourcentage d'économie et que l'investissement soit rentable. C'est-à-dire que les collectivités locales, les petites collectivités locales, aujourd'hui, avec l'endettement public, un sou est un sou. C'est très clair. Un autre aspect, néanmoins, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces collectivités mobilisent quand même une partie non négligeable de ces ressources pour aider le tissu économique et en particulier le tissu innovant. Donc ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, être aidé pour développer l'innovation, creuser une idée, il y a énormément de possibilités diverses et variées pour être aidé. Ensuite, faire que cette innovation passe vraiment sur le marché et soit déployée, c'est plus difficile. Et alors en particulier par rapport au développement international, là encore, notre métier qui est quand même d'aller intégrer de l'analyse de données dans des systèmes, dans des objets, dans des installations existantes, c'est quelque chose qui demande effectivement beaucoup de services de terrain, beaucoup d'intégration, et qui donc ne peut s'internationaliser qu'à condition d'avoir à l'international les équipes, les correspondants, les partenaires, etc., qui vont le permettre, qui vont gérer aussi les différences culturelles importantes qu'il peut y avoir sur ce genre de choses. Donc pour nous, on ne s'y est pas encore lancé. On cherche pour le moment à se consolider vraiment sur le marché français, puis Rhône-Alpes, nord de l'Italie et Suisse, où ça fonctionne un petit peu pareil, où on est à proximité, avant de pouvoir se déployer largement à l'étranger. Pour ERDF, ça doit être un petit peu particulier, de par votre activité. Oui, nous, on est dans les domaines régulés, donc, notamment en France. Néanmoins, on voit que les contextes côté collectivité, budgétaire, restrictions budgétaires, tout ça, ça limite. Nous, on est plutôt dans une démarche, et je pense que c'est le cas de tous les grands comptes ici, c'est des démarches de démonstration. On souhaiterait tester, on teste tout ce qui est possible, sans limite de bon sens. Par contre, l'étape justement d'industrialisation, c'est justement la discussion qu'on a, ça arrivera un peu plus tard. Les constats qu'on a effectués par contre, et ça c'est flagrant dans le cadre des Sigrid, c'est que 80% des visites qu'on a aujourd'hui, c'est des visites qui viennent d'Asie ou des États-Unis. Enfin, notamment d'Asie, il y a beaucoup de pays asiatiques. Donc, on a des réflexions, pourquoi pas, éventuellement, enfin, ça c'est à niveau groupe peut-être, d'exporter les savoir-faire à la française dans ces pays-là, en fait. Mais pour l'instant, voilà, je répète, on est en train de tester toute nouveauté. On verra bien qu'est-ce que c'est industrialisable ou pas. Et par la suite, voilà, il faut qu'il y ait un modèle économique associé. C'est très beau tout ce qu'on est en train de voir, mais après, il faut qu'économiquement, il soit rentable et que tout le monde, enfin, tous les parties prenantes, ils trouvent son retour d'investissement. Vous, dans la salle, comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que dans ce qui a été dit, c'est des choses qui font écho à votre activité? Oui. Ah, désolé, le micro part de l'autre côté. L'artificialisation environnement, ça fait beaucoup écho et c'était une question notamment pour EasyGrid. On voit l'immobilier, les télécoms, on voit le transport, l'énergie, on voit les SI et on voit ni eau ni déchets. Et l'eau étant un fluide, enfin en tout cas dans les acteurs mentionnés, je ne connais pas du tout le projet. Voilà, je me demandais quelle était l'intégration. C'est une très très bonne question. Là, on a commencé effectivement avec l'énergie, mais non, on envisagerait attaquer les multifluides. Et notamment, il y a un bon exemple avec les forts d'Issy-les-Moulineaux où il y a un réseau de chaleur. Donc là, ce sera justement, on est en train de déployer les comptages. Donc on se focalise tout d'abord dans la partie énergie électrique, on va dire comme ça. Mais à terme, il y aura justement un grand levier sur les multifluides, notamment l'interaction entre réseaux électriques intelligents et smart grid et réseaux de chaleur intelligents. On souhaiterait développer ces parties-là. Et un autre levier qui aujourd'hui n'est pas très développé sur EasyGrid, mais à terme il peut avoir des actions, c'est la mobilité, mais sens large. On a une gare, par exemple, il y a les tramways, RATP, on a la SNCF. Donc on est en discussion aussi. Dans les quartiers, il y a aussi des stations Bolloré, par exemple, Autolib. Ça, c'est une autre. Mais bon, il faut être réaliste aussi. On a un timing, on a un budget qui est contraint aussi, et il faut faire quelques réalisations. Enfin,
L'idée, c'était de montrer qu'est-ce qu'on peut faire et après, au fur et à mesure, aller au-delà de ça, en fait. Mais la question du multifluide, effectivement, c'est pris en compte. Mais ça sera une deuxième étape quand on sera bien installé dans les forts d'Issy-les-Moulineaux. Est-ce que dans la salle, il y avait d'autres points comme ça qui faisaient bien écho? Oui. Ouais. Bonjour, moi j'avais une question effectivement sur le projet ICIGRID et notamment parce que je trouve que les technologies sont extraordinaires, mais on se rend compte que finalement l'industrialisation est possible parce qu'il y a un modèle économique derrière qui fonctionne, mais surtout parce qu'il y a une appropriation par le citoyen lambda et comment il est mis dans la boucle et comment on s'assure finalement qu'il pourra vraiment s'approprier finalement ce nouveau système. S'il marche bien, c'est bien, mais on sait que la clé, en fait, c'est que les gens puissent s'approprier les nouvelles technologies qui permettent d'économiser de l'énergie ou de mieux fonctionner. Voilà, c'est la question. Le cas d'Issy-les-Moulineaux, c'est un peu différent. Par exemple, l'effort d'Issy-les-Moulineaux, c'est très numérique. Donc, c'est pas très nice de dire comme ça, mais il y a beaucoup de geeks, par exemple, qui s'intéressent davantage à tout ce qu'on a mis sur place. Et même comme ça, aujourd'hui, par exemple, le système domotique qui a mis sur place, il y a entre 40 et 50% des personnes qui l'utilisent. Mais je pense que le fait qu'on installe des compteurs communicants, qu'on va là-bas, qu'il y a de la domotique et tout ça, ils commencent à s'intéresser davantage. Et après, bon, la prochaine étape, c'est justement les blogs. Les blogs du Fort d'Issy-les-Moulineaux, c'est une belle preuve, voilà, que les gens ils interagissent. Enfin, il faut créer un écosystème et après, c'est eux qui sont autonomes. Nous, on donne uniquement les leviers d'action, mais c'est vraiment eux qui apprennent la technologie, en fait. Et si on rebond sur ConnectThings, justement, vous mettez à disposition des choses, mais évidemment aux personnes de s'en saisir et de les utiliser, de les faire entrer dans les usages. Aujourd'hui, on en est où? Alors, on est sur un service qui est encore nouveau. C'est-à-dire que maintenant, on voit de plus en plus, ceci dit, de QR code. Le NFC, c'est pas encore très utilisé parce que c'est disponible, mais bon, voilà, les gens n'ont pas encore, pris le geste. Donc voilà, on est aux arrêts de bus, on envoie de plus en plus de QR codes ou de systèmes pour avoir accès au temps réel. Donc voilà, les choses se mettent en place. Il n'y a pas, je dirais, quasiment tous les smartphones sont capables d'utiliser le système. Il faut maintenant que voilà, les gens se mettent le bouche à oreille doit jouer son rôle. Le NFC, les gens doivent le comprendre. Ils commencent à le comprendre sur le paiement, mais aussi comment je tape une étiquette pour avoir des informations. Et voilà. Oui, parce que effectivement, je pense que vous l'avez. Quand on réfléchissait un petit peu à qui faisait parler la ville, vous avez été plusieurs à citer le citoyen, puisque effectivement, les technologies peuvent permettre techniquement à la ville de parler. Les collectivités, on en a parlé, peuvent organiser les travaux, inciter le développement de ces nouvelles technologies-là. Et maintenant, il faut que les citoyens se l'approprient, voire aussi soient acteurs du mouvement d'ensemble. Je ne sais pas si dans la salle, sur cet axe-là, vous, comment est-ce que vous percevez les choses? Vous avez été plusieurs à mentionner le citoyen. Si vous vouliez un petit peu reprendre dans cet axe-là, en quoi le citoyen était clé dans la mise en parole de la ville? Moi, je peux me permettre, il y a tout ce qui est le collaboratif. C'est vrai que de plus en plus, que ce soit, on a parlé de Twitter, etc., mais il y a aussi de plus en plus de systèmes qui demandent la collaboration des citoyens pour apporter des informations dans la ville, voire même pour donner des nouvelles données dans la ville sur le trafic. Donc on va essayer de voir comment les gens ils ont une appli de trafic, on récupère leur position GPS, donc on a un peu plus des informations un peu plus fiables. Donc le citoyen, au-delà d'être utilisateur de l'information, il est aussi donneur de l'information. En amont. Oui, moi, ce qui me semble, je ne vais pas parler en tant que ProBase, mais en tant que citoyen, j'habite dans un quartier de Grenoble, vous avez peut-être entendu parler il y a 2 ans, qui s'appelle la Villeneuve. Donc, il y a eu
pas mal de problèmes sociaux dedans. Et ce qui me semble important, qui n'a pas été cité, c'est quand même le rôle des associations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tous les quartiers dits défavorisés ou en difficulté, ce qui maintient un lien social, ce qui arrive à faire que ces quartiers avancent, c'est le tissu associatif, que ce soit les associations sportives, les associations culturelles, mais les clubs d'échecs, de bridge, de formations diverses et variées, etc. Et je pense que si on veut justement que cette ville communicante ou cette ville intelligente n'augmente pas la fracture sociale et soit aussi présente, même si c'est d'une façon différente, dans tous ces quartiers défavorisés, ça passe par beaucoup de travail avec les associations. Et ça, c'est pas forcément facile à mettre en œuvre, d'ailleurs, parce que, en règle générale, une association, quand elle voit arriver une petite entreprise privée, une grosse entreprise privée, elle a tendance à sortir la Kalachnikov, enfin j'exagère, mais à peine. Mais c'est clair que c'est, à mon avis, les acteurs qui vont permettre de fédérer justement le rôle du citoyen là-dedans. En tout cas, pour un paquet de choses qui pourraient être intégrées dans la ville intelligente. C'était dans ce cadre-là l'équipe sportive qui avait été mentionnée tout à l'heure. Plus ou moins? Moins, pourquoi? Non, du coup, c'est... C'était l'idée. D'accord. Ok. Par rapport à tout ça, est-ce que certains d'entre vous souhaiteraient réagir, apporter un point aussi d'éclairage par rapport à votre activité à vous? On organise des prises de parole des intervenants, mais c'est intéressant aussi de savoir, vous, ce que vous en pensez. Si, je vous regarde, je sens qu'il y a une table qui va parler. Vraiment pas, d'accord. Dans ce cas, ce que je vous propose, c'était de vous redesser un dernier mot à chacun sur, vous, de ces échanges, ce que vous en retenez et le mot de conclusion que vous avez envie de partager, le mot-clé que vous avez envie qu'il reste un petit peu, enfin l'idée force que vous avez envie qu'il reste de cette thématique. Moi, il y a une question dont on avait parlé et que vous n'avez pas posée, mais que je trouve intéressante, c'est qu'en fait, vous disiez comment en fait les startups ont accès aux collectivités. C'est-à-dire comment une petite... bon, effectivement... Comme vous le disiez, c'est pas facile. Il y a des process d'appel d'offres. C'est quand même, il y a des startups qui travaillent avec les villes, mais enfin c'est quand même pas le premier segment de marché auquel on pense comme facilité d'accès au marché. Donc c'est compliqué, c'est vrai. Mais je pense qu'à l'inverse, on pourrait aussi poser la question comment les collectivités finalement elles ont accès au savoir-faire des startups pour devenir plus smart, etc. Et je pense que c'est intéressant aussi de poser la question dans l'autre sens, parce que je crois que, comme on vient de le dire, les grands groupes se disent c'est intéressant de travailler avec des sociétés, ils le font pas par bénévolat, mais parce que bien par intérêt. Les collectivités doivent avoir la même démarche, et on n'en est pas là. Et c'est vrai que c'est encore vraiment très compliqué. C'est pas propre à la France, hein, nous on le voit. Les appels d'offres, c'est un peu partout pareil, malheureusement. Hein, même sur des marchés qu'on peut estimer dynamiques comme les États-Unis, notre analyse de marché, c'est que ce sera tout aussi long d'accéder au marché, malheureusement. Mais voilà, il y a des vraies réflexions. Pour que la ville soit plus intelligente, il faut aussi qu'elle soit en capacité de travailler avec les petites sociétés. Et l'accès au marché, c'est une des questions qu'il y a. Merci. Oui, moi, un point sur lequel je voudrais revenir, enfin, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais ce matin on a déjà un petit peu parlé, c'est quand même l'aspect, effectivement, propriété des données, confidentialité des données, contrôle du citoyen sur les données qui sont récupérées, qui veut pouvoir échanger. Il a envie de les échanger, mais il a envie qu'elles restent à lui. Et à chaque fois on signale, enfin, dans ce genre de réunion, à chaque fois on signale le problème, je dirais, et le fait que c'est un vrai problème. Par contre, il me semble qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment de bonne solution. On peut avoir des bonnes déclarations de principe, hein, tous même sur Google ou Yahoo, etc. Ils disent bien qu'ils ne feront jamais rien de nos données sans notre autorisation. On en pense qu'on veut, mais c'est pas forcément convaincant. Et je pense qu'il y a vraiment un problème sur lequel il peut y avoir à la fois des réflexions réglementaires, enfin, ou légales, mais aussi des points techniques, même dans l'architecture de nos systèmes, etc. à imaginer. C'est comment faire en sorte, effectivement, que la confidentialité des informations, la propriété même des informations, reste vraiment aux citoyens, à l'utilisateur, et ceci confronté au modèle économique qui est derrière. Parce que
Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de données qui partent à tort et à travers, c'est principalement pour qu'elles puissent en fait alimenter le modèle économique. Et donc, dans le déploiement d'un paquet de choses sur la Smart Cities, quel est le modèle économique et est-ce que ce modèle économique va avoir besoin d'exploiter les données des citoyens, en gros, pour leur envoyer des pubs ciblées comme on en reçoit tous les jours dans ces mails, quoi. Merci. Non, moi, ce que je souhaiterais souligner dans l'expérience de EasyGrid, c'est que finalement, c'était 10 entreprises et des startups, mais qui sont des cultures très différentes. La partie la plus dure, c'était vraiment d'avoir un langage commun, parce que c'est pas la même chose pour quelqu'un en réseau. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a démarré en 2012, on est en 2014 maintenant, et maintenant on commence à avoir des convergences en fait. Donc, comme quelqu'un il avait dit une fois dans une conférence, toute seule on peut aller très rapidement, mais ensemble on va plus loin. Donc, je pense que vraiment ce qui est intéressant sur EasyGrid, c'est qu'on a réussi à faire un écosystème. Il n'y aurait pas un acteur unique qui pourra gérer tout dans la ville, c'est clair. C'est des synergies avec des plusieurs acteurs, donc des startups, des collectivités et des grandes entreprises, et les citoyens notamment, qui doivent être au cœur de ce jeu. Mais voilà, ensemble, on va plus loin. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi dans la salle pour le travail rapide effectué en petite table. Moi, ce que je retiens de cet échange, c'est qu'effectivement, on est en train de faire parler la ville, que la collectivité elle a un rôle clé pour organiser les travaux, pour faire intervenir aussi les startups et les petites sociétés et organiser tout ça. Au-delà des sociétés qui travaillent et des groupes, c'est aussi faire participer le citoyen, vous l'avez mentionné comme un point d'attention, pour s'assurer qu'il soit embarqué en amont et qu'il soit ensuite acteur et dans l'usage et qu'il s'approprie l'ensemble des leviers de parole de la ville. Et donc voilà. Et donc je vous remercie à tous pour le temps pris cet après-midi et à vous tous aussi en salle pour le temps passé avec nous.